Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'on a compris l'investissement des acteurs, qu'on a compris en quoi le changement climatique était un problème pour le tourisme, finalement, c'est quoi le tourisme sur les sites glaciaires de demain ? Ça c'est une bonne question. Vous avez 3 heures. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du Camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Aujourd'hui, je rencontre à nouveau Emmanuel Salim qui, après nous avoir parlé de sa thèse sur le tourisme glaciaire dans les grands sites alpins, va aujourd'hui nous parler du futur du tourisme glaciaire dans les conditions écologiques qu'on connaît. On va évoquer les différentes formes de tourisme, mais aussi ce que le changement climatique produit sur la vision qu'ont les visiteurs sur les glaciers alpins. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite dans le camp de base. Bon, on n'a pas parlé de ce que ça fait aux visiteurs. Ah oui, alors on peut commencer par là si tu veux. Ouais, parce que dans ma thèse, j'ai investigué d'une part la manière dont ça a impacté les opérateurs, puis j'ai regardé aussi comment ça a impacté les visiteurs de ces sites. Bon, il y a toute la question de la dernière chance, qui a été pas mal évoquée ces derniers temps, à l'idée de voir le glacier avant qu'il disparaisse, qui est vraiment une motivation assez importante des touristes glaciaires aujourd'hui. C'est terrible, c'est un peu le tourisme morbide. Alors non, pas vraiment, Non. parce que ça se limite. En fait, c'est vrai que ça. Il faut que j'arrête de dire. Il Dit faudrait comme trouver ça. un autre concept en fait, parce que ça a eu toujours cette réaction. Alors en fait, pourquoi est-ce que je dis tourisme de la dernière chance ? Tout simplement parce que c'est un concept qui a été posé dans la littérature scientifique, qui est assez travaillé depuis une dizaine d'années et dont je me suis saisi dans ma thèse et dont j'ai essayé de regarder un petit peu. Et donc j'ai d'abord essayé de regarder si effectivement on pouvait parler d'un tourisme de la dernière chance pour les sites glaciaires, et effectivement ça marche. On a fait des enquêtes qualitatives, quantitatives pour vérifier ça. Et puis ensuite, mon autre question c'était qu'est-ce que c'est vraiment le tourisme de la dernière chance ? Parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup d'études, notamment qualitatives, qui avaient essayé d'investiguer les dimensions motivationnelles de ce type de tourisme. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, moi j'ai identifié 4 grandes dimensions du tourisme de la dernière chance. Une de ces dimensions, c'est l'idée de dernière chance. C'est l'idée de venir avant que ça disparaisse. Alors bon, c'est du qualitatif, donc c'est difficile à quantifier. Je peux dire que ces 4 dimensions, elles existent. C'est difficile de dire dans quelle mesure. Bon, on voit que cette dimension d'urgence, elle n'est pas prédominante dans les entretiens que j'ai menés. Elle arrive en seconde position sur 4. Bon, ça vaut ce que ça vaut, il faudrait vérifier ça avec du quantitatif. Mais ce qui arrive en premier comme dimension motivationnelle à cette idée de dernière chance, c'est de constater le retrait glaciaire. C'est de dire, j'ai entendu parler des glaciers qui reculent, j'ai entendu dire que la mer de glace c'était un bon exemple, je suis venu voir ce que ça voulait dire un glacier qui recule. Ça c'est vraiment ce qui sort en premier. Ce qui sort en deuxième, donc c'est l'urgence. Et puis ce qui sort en troisième, c'est l'idée de compréhension. L'idée de dire, j'entends parler du changement climatique. J'habite à Paris. Je vois pas trop ce que c'est le changement climatique. Alors ça change un peu là avec l'occurrence de plus en plus importante des vagues de chaleur, mais c'est quand même assez abstrait pour moi ce changement climatique. Je suis venu à Chamonix, je me suis dit tiens, je vais aller voir la mer de glace pour voir ce que c'est vraiment un impact du changement climatique, pour voir de mes propres yeux ce que ça veut dire le changement climatique et en quoi ça a des conséquences visibles. Et en gros, c'est l'idée de concrétiser un concept abstrait qu'est le changement climatique. Ça, c'est la troisième dimension. Et puis la 4e dimension, elle est plutôt liée à une question d'héritage, de témoignage. C'est l'idée de, ok, alors ça c'est souvent des personnes âgées qui viennent et qui ont cette dimension-là, qui viennent avec leurs petits-enfants et puis qui disent bon bah moi je suis venu parce que ce glacier je l'ai connu, je l'ai longtemps observé, j'amène mon petit-fils parce que quand il sera grand bah il sera sûrement plus là le glacier, donc je veux qu'il le voie tant qu'il est là. Et donc on a cette 4e dimension qui est vraiment liée à une espèce de patrimonialisation, de transmission, d'héritage, Encore une fois. l'aspect héritage du glacier quoi.
Et donc, peut-être pour aller sur la question de qu'est-ce que sera le tourisme glaciaire dans le futur, en gros, qu'est-ce que pourrait être le tourisme post-glaciaire? Une des questions que je me suis posée en fin de thèse, alors qui n'est pas encore très avancée, mais j'ai quand même un peu à interroger ça. En gros, on a ce tourisme de la dernière chance, et puis on a une autre forme de tourisme qu'on appelle le dark tourism. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler le tourisme morbide. Alors, il faut savoir qu'il y a encore une déclinaison du dark tourism qui est le Tana tourism, le tourisme de mort. C'est des concepts qui ont été travaillés. Oui, mais notamment les gens qui vont sur des zones de conflit, à Pripyat. C'est ça. C'est exactement ça. Dark tourism, c'est ces sites-là, c'est Tchernobyl, donc Pripyat, c'est Auschwitz-Birkenau, c'est tous ces sites. Et donc, la question, elle a été de se dire, est-ce que les sites glaciaires, quand il n'y a plus de glaciers, ça devient une forme de tourisme, de dark tourism? Bon, moi, j'ai répondu dans ma thèse, j'ai répondu plutôt non. Je suis pas convaincu, notamment parce que le dark tourism, aujourd'hui, tel qu'il est développé, tel qu'il est conceptualisé, il est vraiment conceptualisé autour de sites culturels, en fait, de catastrophes liées à des événements humains, alors que, on pourrait dire indirectement c'est lié à des événements humains, mais aujourd'hui, le tourisme de la dernière chance, c'est plutôt autour des éléments naturels, une dégradation de l'environnement. C'est toujours international, c'est toujours un niveau qui nous touche tous, même si c'est territorialisé, comme sur le dark tourism, sauf que là, tu as des éléments naturels où, dans le dark tourism, c'est vraiment, de ce que j'en ai compris, en le regardant un peu, c'est vraiment ce principe de, il y a eu une activité humaine avec une infrastructure, quoi. Oui, c'est une catastrophe humaine ou une tragédie humaine très localisée. Alors que là, pour le tourisme de la dernière chance, c'est d'une manière générale, c'est un impact global. Le changement climatique, la majorité des publications autour du tourisme de la dernière chance, elles ont comme point commun le changement climatique. Il y a quelques exceptions. Il y a une exception notamment en Chine ou en Turquie, j'ai un doute, en Turquie je crois, autour d'un village qui allait être englouti parce qu'on construisait un barrage. Et où il y a eu des études où on a montré que des gens venaient visiter ce village dans l'idée que demain ils seraient plus là à cause du barrage. Donc c'est une exception. Mais dans la majorité des cas, ça reste quand même lié au changement climatique. Et donc je pense que le dark tourism, il sera moyennement approprié pour ces sites-là, notamment par ses aspects environnementaux. Et donc on parlait d'un tourisme anthropocène ou quelque chose dans ce genre-là, où vraiment on a cette idée d'un lieu qui serait visité comme un site qui reflète les conséquences de l'Anthropocène. Arriver à un point final, parce que le tourisme de la dernière chance, c'est sur une temporalité dynamique, quoi. On est sur quelque chose qui est en cours. Le tourisme anthropocène ou post-anthropocène, ce serait sur un moment où les impacts de l'Anthropocène sur ce lieu-là sont considérés comme terminés. Alors, entre guillemets, parce qu'évidemment, ils ne seront pas terminés, mais... C'est une espèce d'archéologie un peu glaciaire, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Puis en fait, l'idée de la fouille, on regarde des vestiges. Et moi, je pense que c'est pas tant les vestiges du glacier que les vestiges de l'impact de l'homme sur l'environnement, dans l'idée d'un tourisme. En fait, je dis ça parce que quand on voit le développement du tourisme glaciaire aujourd'hui, qui va vers une patrimonialisation, qui va vers une augmentation de sa valeur scientifique, et si on imagine que cette patrimonialisation et l'accroissement de cette valeur scientifique, de la mise en tourisme de cette valeur scientifique continue, en fait, on peut avoir soit une restitution du glacier tel qu'il était dans le passé, et c'est ce qu'on trouve déjà dans certains sites post-glaciaires, entre guillemets, des sites qui ont plus de glaciers depuis des milliers d'années, suite à la fin des glaciations passées, et on va avoir des éléments qui... Je pense à je me souviens plus de son nom, mais on a un bloc erratique célèbre en Suisse. Donc un bloc erratique, c'est ces énormes blocs qui sont emmenés par le glacier, qui sont posés au moment où ils font. Et donc on a un de ces blocs erratiques qui marque les avancées du glacier dans la dernière période glaciaire, et qui a été mis en tourisme pour ça. Donc est-ce qu'on parle de tourisme post-glaciaire ? Oui, je pense, mais là on parle d'une valorisation vraiment sur la valeur, sur l'aspect scientifique des glaciations passées, alors que dans le cas d'un tourisme post-tourisme de la dernière chance, entre guillemets, à mon avis, on va être obligé de mettre en lumière ces éléments liés à l'impact de l'homme sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, quoi.
C'est fou parce que ça m'apporte une réflexion. Il y a un programme qui s'appelle Ice Memory, dans lequel on va forer des glaciers pour extraire des carottes de glace pour les entreposer dans le frigo le plus froid, c'est-à-dire en Antarctique. Et je me disais là, dans quelques siècles, s'il n'y a plus de glaciers et qu'il nous reste que ces blocs de glace dans des cavités en Antarctique, est-ce que ça deviendra une forme de tourisme? Tu vois, comme on va visiter une grande bibliothèque, tu vois, pour pousser un peu la réflexion encore plus loin, quoi, finalement, où on va. Ouais. Ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est j'espère pas, parce que vu l'impact du tourisme sur le changement climatique, ce serait quand même pas souhaitable qu'on se mette à aller voyager en Antarctique pour voir les derniers vestiges de la glace. Après, ça pose une question un peu plus philosophique. Hein. Quelles sont l'importance des glaciers pour nous? Alors, au-delà des importances en termes de ressources hydriques, notamment, hein, c'est une autre question, ça. Hein. Mais sur un aspect purement touristique, esthétique, bon, j'ai pas de réponse, hein, mais qu'est-ce qu'on fait je sais pas, est-ce que c'est important? Je veux dire que demain, il n'y ait plus de glaciers dans les Alpes si on enlève les aspects liés à l'eau, à l'hydroélectricité, hein, si on se concentre vraiment sur les aspects esthétiques. Est-ce que c'est grave? Ah bah moi, d'un point de vue sentimental, beaucoup, parce que j'ai grandi au cœur des montagnes et du coup, j'en ai vu des glaciers. Et j'entends souvent mon père et mon grand-père qui disent ah bah là, avant, on voyait une tête comme ça, et puis là, on savait qu'il y avait de la neige comme ça, qu'on voit plus en fait maintenant. Et je sais pas, moi, j'ai pas l'impression d'une perte de repère, ce serait trop fort, mais j'ai l'impression que déjà, tu vois la catastrophe arriver. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un truc par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors qu'on parle juste d'étendues blanches. Donc je pense qu'il y a quand même une problématique. Au-delà du fait que, en fait, quand tu viens, tu vois, de Tarentaise, si t'as pas de neige, en fait, t'as plus rien, quoi. De manière économique. T'as plus grand-chose. Ouais. Donc, bon, sachant que ça. nous, de notre vivant... Oui, bien sûr, on le verra pas. Voir et oui. Et il y aura toujours de la neige en Tarentaise. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y a quand même ce truc-là où l'évolution hyper rapide en 25 ans, elle s'est faite. C'est clair. Oui, et puis c'est quelque chose qui ressort quand même. Je pense que le mot tristesse, c'est le mot qui est le plus ressorti dans mes entretiens. La tristesse de la disparition des glaciers. Et ça apporte plein d'autres choses. Ça apporte, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais petite, je nourrissais les oiseaux sur le bord du balcon avec mon père. Il n'y a plus d'oiseaux. Ouais, ça c'est encore une autre question. Ouais. Mais tu vois, c'est une autre question, mais en fait, c'est un tout. Oui, c'est sûr. Et c'est une dégradation locale, quoi, au-delà de ça. Après, ce que je voulais dire, c'est que faudrait pas que cette... Ok, c'est triste, ça crée un manque, mais ce qui me semblerait dommageable, c'est que ça amène à développer un tourisme dans les pôles, par exemple, pour voir ces derniers glaciers dont il manque. Évidemment. Je me faisais l'avocat du diable, hein, mais je le pense pas. Je pense pas qu'il faille prendre un brise-glace pour aller sur les sites scientifiques. Non, parce que ça serait... Non, évidemment. Mais tu vois, jusqu'où va la patrimonialisation de ces sites? Et effectivement, tu as raison quand tu le dis. Qu'est-ce que ça, finalement... Il n'y aurait plus d'étendues blanches. Bon, bah voilà. Alors, au-delà des problématiques. Oui, parce qu'il y a des vrais. Enfin, je veux dire. Il y a des vraies problématiques. Je veux dire, en Bolivie, la Paz, c'est quasiment alimenté. Je me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est 80% de l'eau qui vient des glaciers. Donc, quand il n'y a plus de glaciers, là, ça pose un vrai problème. Quoi. Ils sont en train de fabriquer des mini-glaciers. Oui, j'avais vu ça en cône, là. Ouais. C'est assez incroyable. Inde ou en... Oui, c'est en Inde. Au Népal, je sais plus. C'est un scientifique indien qui développe ça. Avec son équipe là, et c'est absolument incroyable. Hein. On est en train de se demander comment est-ce qu'on peut faire geler de la neige l'hiver. Pourquoi pas, c'est un d'eau pour c'est un stock d'eau, donc pour pouvoir la réutiliser après et pour pouvoir boire, quoi. C'est assez impressionnant. Donc l'avenir du tourisme glaciaire entre dark tourism et tourisme anthropocène. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sur ce futur du tourisme glaciaire? Bon, on pourrait imaginer, en étant moins dans la vision anthropocène, dans un tourisme scientifique, où on viendrait, comme on le fait déjà, sur certains sites qui n'ont plus de glaciers, voir les marques des glaciers, mais sans y inclure des éléments liés au changement climatique, à l'impact de l'homme sur l'environnement.
serait une autre possibilité. Okay. Après, ce qu'on voit aussi, c'est par exemple le montant-vert, notamment les opérateurs du montant-vert, qui ont accès, ils ont développé, ils vont travailler au développement du nouveau glaciarium qui intègre des éléments sur la glaciologie, mais ils essaient aussi de mettre en valeur l'aspect historique du site. Aller sur l'histoire des premières découvertes du montant-vert, des premières personnes qui sont venues, vraiment d'accès au-delà de l'aspect scientifique lié au glacier, aussi de l'aspect historique. Et donc on voit un report parfois de ces éléments. J'imagine que des sites comme ce qu'il y a autour du pré de Madame Carle, quand il n'y a plus de glacier blanc, on peut toujours imaginer une valorisation autour au-delà des aspects scientifiques liés au glacier, faune, flore, enfin ce qu'il y a déjà autour de ces sites-là, quoi. Donc c'est pas. Là, tu parles des écrins. Oui. Tu nous parlais d'entretien. Comment est-ce que tu as travaillé ? Comment est-ce que tu as sélectionné ton panel d'entretenu ? Alors j'ai 3 méthodes, on va dire, trois axes méthodologiques. Le premier, c'est avec les opérateurs des sites pour identifier les impacts, les adaptations qu'ils mettent en œuvre. Ça a été mené à l'aide d'entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire, donc qui sont assez faciles à identifier. Hein. On trouve les personnes qui sont pertinentes En fait, il n'y en a pas non plus trop. Donc c'est assez facile à identifier, et puis on mène des entretiens avec eux. Après, il y a tous les aspects visiteurs. Alors là, c'est à la fois des entretiens, où là, l'objectif, c'était de faire émerger. Alors j'ai eu 2 types d'entretiens, un entretien lié aux motivations, un entretien lié au paysage. Dans le cas des motivations, l'objectif, c'était de faire émerger de manière spontanée les motivations des visiteurs, donc sans leur induire d'idées préconçues, hein, par exemple. En gros, moi j'arrivais en leur demandant qu'est-ce qui vous a amené ici, point. Et en gros, ils me répondent, c'est une technique, ils me répondent quelque chose, et puis j'embraye sur ce qu'ils m'ont répondu pour essayer d'en savoir plus. Donc ça permet d'éviter les biais liés à l'enquête quantitative, qui elle était basée sur un questionnaire, et donc où il y avait, je voulais mesurer plusieurs choses, notamment les motivations. Et donc ces motivations, on avait des items qui viennent de la littérature qui permettent de mesurer plusieurs grands facteurs de motivation issus de la littérature. Mais donc on a le problème avec ces enquêtes de peut-être que la personne, quand elle lit l'item, elle se dit « Ah bah oui, mais en fait elle n'y avait pas pensé ». Bon, il se trouve que ça marche assez bien parce qu'on a les mêmes résultats dans l'enquête quantitative que dans l'enquête quantitative avec les mêmes proportions. Donc, et c'est le cas pour tous les sites que j'ai investigués. On peut se dire que le biais est peut-être pas si fort que ça. Donc voilà la manière dont j'ai travaillé. Et puis après, il y avait des entretiens sur le paysage où là, l'idée, c'était de comprendre quels sont les éléments du paysage qui induisent un jugement positif ou négatif vis-à-vis du glacier. Et alors, ce qui ressortait, ça on n'en a pas parlé, mais ce qui était assez intéressant, c'est que il ressort que les éléments qui amènent à des jugements négatifs sur le glacier sont principalement liés au glacier en tant que tel, au glacier et à la marche prograssière, hein, donc tout ce qui est autour du glacier, moraine, aux éléments aussi sur le glacier, la couverture détritique, la couverture de débris. Mmh. Donc les jugements négatifs sont focalisés sur le glacier et les jugements positifs, ils englobent l'ensemble du paysage. Les sommets, la neige, la végétation, le fait qu'il y ait des animaux. Et donc en fait, ça nous conduit à nous dire que finalement, ce retrait glaciaire qui nous paraît induire une dégradation du paysage, entre guillemets, finalement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et on a quand même un jugement qui est positivement perçu au global, malgré ce retrait glaciaire, et les jugements négatifs sont concentrés sur le glacier. Et donc on a vérifié ça avec l'enquête quantitative, qui montre également que en fait, l'insatisfaction liée au paysage est très faible. On a très peu d'insatisfaction. Les gens sont très satisfaits du paysage. Et ce qui est intéressant, on a essayé de comprendre ce qui a amené à une satisfaction plus ou moins forte. Et on voit que il y a plusieurs éléments qui induisent une satisfaction plus ou moins forte, mais on a notamment la pratique de la montagne. Plus la personne pratique de la montagne, a une expérience de la montagne, et plus elle est insatisfaite. Ce qui nous amène aussi à nous dire que, en fait, je pense que dans notre labo, on est tous pratiquants de la montagne et on est tous d'accord avec le fait qu'il y a quand même un peu un paysage qui est moins beau. En fait,
Bon, c'est assez marrant parce que... Et puis je discutais avec Philippe Bourdeau la semaine dernière qui me disait que lui, dans ses entretiens avec les guides de haute montagne notamment, il y avait vraiment aussi cet aspect qui ressortait. Hein. Plus on connaît le territoire, plus on pratique le territoire, et plus on a une perception négative des changements. Alors que quelqu'un qui vient et qui connaît rien a pas forcément cette vision négative, quoi. Okay. Et d'ailleurs, ça, je l'ai pas travaillé assez longtemps, mais il faudrait se pencher un peu plus dessus. C'est la question de la manière dont on envisageait le paysage avant d'arriver sur le site. Et donc, ouais, l'idée, c'est de dire que la satisfaction du paysage, elle est liée à l'expectation, à ce qu'on attend du paysage, quoi. Et que moins on a d'attente, moins on a de satisfaction. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu dans le camp de base. Et puis, bon retour en Suisse. Ouais, merci. Le camp de base épisode 7 avec Emmanuel Salim, c'est terminé pour aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que en ce moment, sur Instagram, je suis en train de demander à la communauté si 3 épisodes par semaine, c'est pas trop, parce que mes copains m'ont soufflé qu'ils avaient du mal à tout écouter, et visiblement, sur les premiers retours que j'ai, c'est le cas pour tout le monde. On va peut-être donc diminuer le nombre d'épisodes par semaine. Si jamais vous avez envie de me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le camp de base _podcast. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à très vite dans le camp de base, rencontre au sommet.